Je pensais l'avoir fait en tout début. Comme vous avez tous vu, je me suis permis de lancer un enregistrement. J'espère que ça dérange personne, hein. Non, Donc, c'est bon. les droits à l'image seront respectés. Nous ne vendrons pas sur Netflix. Cool. On est rassurés. Oui, donc 1 an et demi de support. Bon, alors après, le support, j'ai beaucoup aimé pour, on va dire, passer du sales vers des choses un petit peu plus techniques. Ça a été la passerelle, en fait, qui a permis de passer sur ça. Donc, j'ai fait 1 an et demi, j'étais bien, mais bon, au bout d'1 an et demi, au support, on commence un petit peu à tourner en rond parce qu'une fois qu'on connaît le logiciel et une fois qu'on a répondu à la plupart des questions, c'est grosso modo 80-90% des mêmes questions qui reviennent. Donc là, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. J'ai été contactée par un cabinet de recrutement. Donc là, j'ai fait 6 mois. J'ai renouvelé ma période d'essai. Je ne suis pas restée parce que malheureusement, la mission ne correspondait pas dans la réalité à ce qui était affiché sur la fiche de poste. Donc, j'ai renouvelé ma période d'essai pour ne pas avoir un préavis trop long. Et ensuite, je suis arrivée chez iRaiser, donc là où on commercialisait un CRM à destination des ONG, où j'ai fait 3 ans, métier autour du produit, de la formation. Donc là, c'était une petite start-up, on n'était pas beaucoup. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de choses, 10% de tout, 10% de formation, 10% de produits, 10% de product marketing, 10% de gestion de projet, de migration, de l'opérationnel, donc plein de choses. Et c'est là, du coup, où je me suis vraiment trouvée, que j'ai su ce que je voulais faire. Et vu que j'avais 3 ans d'actifs sur du CRM, donc là, je suis partie chez Capgemini, donc une ESN, pour me spécialiser dans du Salesforce, qui est le plus gros éditeur CRM du marché. Donc, ce qui peut aider, on va dire, quand vous allez être diplômé, moi, j'avais contacté les cabinets de recrutement. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, vous postulez une fois, mais c'est en tir groupé parce qu'eux, ils ont un vivier d'entreprises et d'offres qui viennent tout le temps les voir avec des nouveaux besoins. Donc, en continu, si vous faites un entretien avec eux, même si à l'instant T, il n'y a pas forcément un besoin qui correspond à votre profil, mais que vous leur tapez dans l'œil, ils vous recontactent. Donc ça peut être pas mal. Quand j'étais arrivée à Nantes, je ne connaissais pas grand monde. Et je me suis inscrite sur une application qui s'appelle Meetup, qui fait des meetups spécialisés sur des sujets techno. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez même aller à des trucs de yoga. Mais du coup, je l'avais fait pour rencontrer des gens de l'écosystème IT, ce qui m'a permis de trouver de bouche à oreille, par une connaissance, mon job chez iRaiser, donc l'entreprise où je suis restée 3 ans. Donc là, la force du réseau, on se rend compte que c'est bien parce que du coup, quand j'étais dans la boîte juste avant, Eurofins, où j'ai reconduit ma période d'essai, il fallait que je parte vite, du coup, avant la fin de la période d'essai pour ne pas avoir un préavis. Là, j'ai activé mon réseau et j'ai pu avoir directement de l'aide beaucoup plus rapide que si j'étais passée par des processus de recrutement parfois interminables. Donc ça, c'était un bon truc. Après, si je peux donner un conseil, je dirais que si vous savez exactement ce que vous voulez faire, enfin, ou du moins que vous avez une idée assez précise du poste, les ESN, donc tout ce qui est Capgemini, Accenture, ils recrutent énormément. Et c'est une très bonne école pour apprendre. Là, moi, par exemple, en 1 an, ils m'ont payé des formations et je me suis triplement certifiée sur Salesforce, plus sur les méthodes agiles, plus sur les méthodes safe. Il y a de la formation, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour justement vous faire monter très, très vite en compétences. Et il y a beaucoup de projets qui font qu'on peut tourner et toucher à plein de sujets différents. Donc ça, déjà, c'est si vous avez une idée du poste vers lequel vous avez envie de vous orienter. Après, si vous êtes, on va dire, un peu plus dans le flou, allez dans une start-up ou ce qu'on appelle une scale-up maintenant, où là, vous allez avoir
plein de petites missions. Vu que c'est des structures qui sont réduites, on va avoir tendance à vous donner plus de responsabilités différentes quand il va y avoir des nouveaux besoins dans l'entreprise. Et là, vous aurez la possibilité de toucher à tout, de faire un petit peu de tout pour savoir ce qui peut vous plaire et potentiellement ensuite rectifier le tir. Donc, si je dois schématiser, c'était comme ça que j'avais, on va dire, fait mes choix par le passé. Voilà. Mais merci Nawel, et puis merci d'avoir mis en avant des questions que l'on peut se poser, et puis finalement aussi de bonnes pistes pour avoir des solutions qu'on veut rebondir ou préciser son travail. Alors, il faudrait que ce soit interactif. On a des étudiants actuels. Oui, oui, vous êtes là. Alors, généralement, les étudiants actuels se caractérisent par des pannes de caméra. En général, ils ne connectent pas leurs caméras, qui sont… Voilà, on a l'habitude. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport au parcours de Nawel, ou qu'est-ce qui pourrait vous faire réagir? Alors, déjà, moi, je peux poser une question à Nawel. Le premier emploi, il ne découlait pas de l'alternance? Non. Et donc, c'était directement avoir cherché après l'IAE classiquement. Ouais, là, j'ai fait en fait une opération de phoning où j'ai appelé tous les cabinets de recrutement Ouais, de la ça. région. Et je suis allée faire des entretiens à droite à gauche et au bout d'1 mois, ça a mordu. Mais du coup, Nawel, tu t'orientais plus vers l'aspect commercial dans l'IT ou plutôt consulting ou plutôt fonctionnel? Ou est-ce qu'au final, tu t'es dit, je vais taper dans les cabinets de recrutement, je vais voir ce qu'ils vont me proposer dans le monde de l'IT. Et visiblement, c'est vrai que dans tout ce qui est bizdev commercial dans les boîtes d'IT, souvent, c'est là où on recrute énormément les jeunes diplômés et que du coup, tu t'es lancé dans cette aventure un peu sans trop savoir si tu voulais faire du commerce ou plus du consulting ou du fonctionnel. Alors, quand tu arrives au niveau… Enfin, alors, déjà, j'ai fait le master commercial. Donc, inconsciemment, j'étais biaisée. Enfin, dans mon Mindé. esprit, c'était logique. Tu vois, ça tombait sous le sens. Voilà, j'étais arrivée au bout, j'avais mon master. Je ne me suis même pas posé de questions en soi. Mais si je m'étais posé la question, avant d'aller voir le cabinet de recrutement, j'aurais quand même ciblé sur ce que je veux à peu près et pas arriver en me disant bonjour, je suis open à tout. Parce que quand tu es open à tout, c'est que potentiellement, tu es intéressé par rien. Tu vois. Donc, cibler un minimum, voilà, je veux faire de la gestion de projet ou je veux faire du consulting ou du commercial. Mais je t'avoue qu'au début, c'était tellement logique et c'est quand j'ai fait le job où je me suis dit ah non, je ne peux pas, quoi. Ok, c'est clair. Mais oui, en effet, ils recrutent, sales, IT, c'est de la folie, quoi. Alors, ça montre aussi que le diplôme, c'est une porte d'entrée, mais qu'ensuite, en fonction de ce que vous avez comme expérience, c'est là que vous allez vraiment vous positionner sur ce que vous avez envie de faire. Et donc, encore une fois, les diplômes que l'on propose, que ce soit le YATI maintenant ex-Captic ou le CMSI ex-MTID, c'est quelque chose qui est un point de départ, mais qu'après, c'est votre expérience qui va vous permettre de vraiment découvrir ce que vous avez envie de faire, à mon avis aussi. C'est ça. Quelques commentaires et questions? Nous avons normalement une quarantaine d'étudiants actuels. Je vous assure qu'ils sont connectés. Bonjour. C'est intéressant d'avoir cette vision, cette différence entre l'approche start-up et l'approche grosse boîte ESN en fonction de nos attentes et des métiers qu'on vise. Parce que c'est vrai que si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, start-up, c'est pas mal pour découvrir plein de trucs. Après, dans une grosse boîte, ça permet aussi de découvrir, de parler avec beaucoup plus de profils différents, d'être intégré dans des projets qui sont à plus grosse échelle et des fois plus diversifiés. Je sais pas. Voilà, c'était la remarque que j'avais.
Mais disons que dans une boîte comme Cap, c'est tellement énorme que du coup, c'est hyper structuré. C'est-à-dire que tu as une fiche de poste avec des missions, c'est celle-ci. Tes PO, tu feras du produit. Si demain, tu dis j'aimerais bien peut-être faire un petit peu de ça en plus, on va te dire c'est compliqué. Ton rôle, c'est celui-ci. Tu es facturé à ton client pour ce job-là. C'est un peu plus compliqué. Il faut l'adhésion du client pour qu'il accepte que tu passes sur d'autres missions, etc. Dans une petite boîte, tu passes la porte du bureau de ton boss, tu t'assois, tu lui dis j'ai envie de faire des missions plus comme ça, comme ça. Ah ça tombe bien, il y a ce projet qui arrive, vas-y, si tu as envie de prendre le lead, prends-le. Donc c'est pour ça que ça m'avait semblé plus simple d'avoir des missions plus variées si tu as un petit peu envie de switcher dans une petite boîte qui a plus de flexibilité, qui va plus pouvoir t'apporter cette possibilité vite. Là, si demain chez Cap, je dis je veux changer, je veux faire autre chose, ok, alors on va te sortir de mission, on va demander au client, il faut qu'on trouve un consultant qui reprenne, il faut que tu fasses une passation avec ce consultant. J'en ai pour 5-6 mois, le temps de pouvoir switcher sur complètement autre chose, par exemple. Ok, ouais, c'est plus long de changer. Parce que je crois que quand on est intégré chez Capgemini et qu'on est consultant, on est souvent rattaché à un client en particulier et on est des fois en interne chez lui. C'est pour ça que la passation est plus longue, ou c'est parce que le fait que ça soit très procéduré, que ça soit une grosse boîte, c'est long? Ouais, alors c'est le fait que ce soit une grosse machine et que c'est long, en effet. C'est aussi le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire que pour qu'un consultant puisse sortir, il faut qu'un consultant puisse venir, parce que tu peux pas faire un arrêt de prod et dire au client, du coup, il se passera rien parce qu'elle veut changer de mission. À moins que la mission soit terminée. C'est ça. C'est à moins que la mission, par exemple, si tu es chez un client et que finalement la mission est terminée, à ce moment-là, tu pourras switcher chez un autre client ou une autre équipe. Ouais, si tu es en régie chez le client et que tu es là, ou au forfait et que tu es là pour une mission particulière, 6 mois pour faire cette application, je dis n'importe quoi, au bout de 6 mois, c'est fini. Mais là, le modèle vers lequel les Capgemini se tournent de plus en plus, c'est le modèle du centre de service. Et le centre de service, c'est infini en fait. C'est des entreprises qui confient toute l'exploitation de toute leur activité, IT, mais que ce soit autant développement de logiciels que infrastructure, à Capgemini. Et là, par exemple, on est 200 sur le projet de Stellantis, qui est PSA, le client PSA sur lequel je suis. Là, on est 200 dans les locaux de Cap, pas chez le client. Donc ça, c'est un nouveau modèle parce que ça, c'était une crainte aussi que j'avais. Avant de rentrer en ESN, je me suis dit, imagine, tu es toute seule chez le client, tu connais personne, c'est un peu difficile de s'intégrer. Et en fait, c'était une fausse peur, entre guillemets, parce que maintenant, de plus en plus, c'est le modèle centre de service qui est vendu. Et là, on est tous ensemble dans les locaux de Capgemini. Super, merci beaucoup. Pour dire sur ton point, c'est vrai que c'est une question que moi, je me suis posée en tant que diplômée. Pareil, je me suis dit, est-ce que tu veux intégrer en fait une grosse boîte ou est-ce que tu veux intégrer finalement une plus petite structure? Et c'est vraiment une question qui va dépendre déjà de son caractère et de la manière dont on aime travailler. Et comme tu l'as dit, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux points. Et moi, j'ai vraiment eu ce dilemme-là. Je ne me suis pas présentée encore, mais c'est vrai que dans mes process de recrutement, j'étais entre Salesforce, Dell Montpellier et une start-up montpelliéraine, vraiment plus petite start-up. Et aujourd'hui, par retour d'expérience, après 1 an et demi d'expérience, je suis contente d'avoir fait le choix de la petite boîte
pour pas mal de raisons, mais c'est vrai que c'est un dilemme je pense que chacun va se poser. Et le conseil, pour reprendre ce que tu disais, moi, le conseil, c'est vraiment de contacter un maximum, pour les étudiants, de contacter un maximum des personnes qui sont en poste, soit des anciens liés à eux, soit des personnes que vous connectez et vous posez des questions. Alors, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pendant les process de recrutement. Franchement, j'ai contacté plein de personnes. Je leur ai dit, voilà, j'hésite entre une petite structure et ton entreprise. Est-ce que tu peux me dire quels sont les points, les points forts et les points faibles finalement de ta structure et de ton poste? Et c'est comme ça en fait que je me suis fait un peu une idée et que j'ai réussi à me faire moi un choix final. Donc voilà, pour reprendre sur ce que tu disais. Oui. Alors 100% en phase, mais je t'avoue que contrairement à toi, j'y ai pensé, mais j'ai jamais osé de contacter une personne qui travaille dans la boîte. Toujours peur. Il faut vraiment oser parce que moi aussi, je me présenterai tout à l'heure, mais ça ouvre des portes, que ce soit pour en sortie de diplôme, mais également en étant en poste. Bon, moi, je suis commercial. En étant commercial, pour développer un portefeuille d'affaires, faut utiliser un maximum le réseau. On a un outil formidable qui est LinkedIn, où il y a énormément de personnes et il ne faut vraiment pas hésiter à aller parler aux gens. Parce que honnêtement, ça ouvre des portes. Le réseau, je pense que le réseau, c'est le plus important, y compris le réseau, vos collègues. Moi, j'en parlerai tout à l'heure de mon expérience, mais aujourd'hui, dans votre promotion, dans votre classe, il y a des personnes qui sont de parcours complètement différents, qui ont travaillé, qui ont des expériences complètement différentes. Il faut vous capitaliser sur ça, vraiment essayer déjà de commencer par ce carnet d'adresses-là et vous verrez que potentiellement, il peut vous aider, vous permettre de connaître même d'autres personnes. Et je pense que c'est la chose la plus puissante aujourd'hui qu'on a, c'est d'avoir la chance de pouvoir faire une école de commerce ou une filière comme l'IAE avec une promotion, avec des personnes qui arrivent de divers horizons. C'est vraiment capitaliser sur ça pour qu'ensuite vous gardez des contacts et que vous puissiez créer des synergies autour de ça. Oui, ça c'est évidemment un très très bon conseil. Mais d'ailleurs, comme on commence un petit peu à aller d'une expérience à l'autre, peut-être que c'est le bon moment, même si évidemment je suis absolument certain que Nawel aura aussi plein de commentaires sur les expériences de ses collègues. Donc peut-être que, alors vous avez voulu faire dans l'ordre, on va dire, des années. Donc après, ce serait Corentin, mais je n'arrive pas à voir s'il est connecté là. Il n'a pas l'air d'être connecté, hein, Corentin. Donc, si ce n'est pas Corentin, ce serait Driss, justement. Ok. Bah, s'il ne se manifeste pas, c'est qu'il ne doit pas être connecté. En tout cas, salut à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire parce que je trouve que c'est super important. On a quand même passé du temps dans nos études, on a rencontré beaucoup de personnes et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait mettre plus en avant une fois qu'on passe dans le monde professionnel. Parce que quoi qu'on en dise, au final, on nous dit souvent, oui, il faut des diplômes, etc. Mais lorsqu'on est en entretien de recrutement, en tout cas moi pour les postes sur lesquels je me positionnais, honnêtement, les diplômes, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence avec d'autres candidats. Ça va être votre personnalité, ça va être votre expérience, ça va être votre volonté ou pas d'avoir ce poste-là et d'avoir un projet professionnel et de carrière qui soit aligné avec le poste sur lequel vous vous positionnez. Et du coup, en fait, sur tout ça, il faut capitaliser sur l'humain. Et à l'école, on a beaucoup de camarades et tout ça. Donc, je pense que c'est super important. Donc, merci beaucoup de
pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Moi, je viens d'un background plutôt commercial. Donc, j'ai fait une licence de droit parce que pour mes parents, avoir réussi dans la vie, il fallait être soit médecin, soit avocat. Donc, j'ai fait du droit pour leur faire plaisir un peu. Finalement, après avoir validé ma licence, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, que c'était trop lent. Je m'étais quand même spécialisé en droit des affaires, donc j'avais mis un petit pied dans le monde de l'entreprise et moi, j'avais toujours eu cette fibre-là commerciale et je voulais faire du commerce, je voulais aller rapidement dans des entreprises privées et pouvoir gérer des projets, vendre des projets. Du coup, j'ai voulu faire une école de commerce. J'ai fait Montpellier Business School. Et je voulais également avoir une casquette dans l'IT, dans le monde informatique, parce que j'étais passionné par l'informatique, mais aussi parce que mon grand frère, Nawel, a parlé de Salesforce, a fait sa carrière chez Salesforce. Donc, il a commencé comme toi, Nawel, chez Capgemini. Il a passé toutes les certifs Salesforce chez Capgemini. Et je te rejoins sur le fait que rejoindre des gros groupes comme ça, des grosses ESN comme Capgemini, comme Accenture, comme Atos, on a la chance, la France, c'est un pays d'ESN, on a des grosses ESN en France. En sortie de diplôme, ça peut être des très bons choix parce que justement, ils sont généralistes dans l'IT. Vous allez pouvoir piocher, parce que l'IT, c'est vaste. Il y a énormément de domaines. Vous allez pouvoir sélectionner le domaine qui vous intéresse et surtout, vous allez pouvoir vous former. Et ces entreprises-là, elles ont la capacité de former ces jeunes-là. Moi, mon frère, il en a profité, il a passé toutes les certifications Salesforce, ce qui lui a permis ensuite, en fait, de faire Capgemini. Ensuite, il a basculé chez Accenture. Mais après, il est allé directement chez l'éditeur. Il est allé chez Salesforce parce qu'il connaissait le produit par cœur. Il était architecte expert sur Salesforce et aujourd'hui, il travaille avec des grosses entreprises dans le monde à ce niveau-là. Alors qu'il n'avait pas du tout de background technique. Il était comme moi, il avait fait une école de commerce. Mais le fait de pouvoir se former chez ces ESN-là, ça lui a permis de passer chez l'éditeur. Et du coup, lui m'a transmis aussi cette passion un peu de l'IT. Et depuis que je faisais mes études, il me disait, écoute, dans l'IT, il y a énormément de débouchés. Il faut que tu te spécialises dans certains domaines, notamment dans le software. Parce que dans l'IT, il y a deux grosses catégories. Il y a le hardware, donc tout ce qui est matériel informatique, et il y a le software, donc tout ce qui est logiciel. Et il m'a dit, dans le hardware, voilà, c'est bien, mais ça va être compliqué. Tu vas vendre des boîtes. Là où dans le software, c'est différent, c'est des projets, tu vends de la valeur, c'est autre chose. Et il me dit donc, intéresse-toi à ça. Et c'est vrai que moi, je me suis intéressé. J'ai voulu faire CMSI parce que ça pouvait me donner cette casquette-là informatique que je n'avais pas à Subdeco. Parce que Subdeco, Montpellier Business School, on était très axé sur le commerce, la négociation, etc. Mais par contre, j'avais la casquette informatique avec la filière CMSI, Consulting et Management des systèmes d'information. Et notamment, j'avais des camarades de classe qui, eux, étaient d'un background plutôt technique. Donc, je pouvais échanger avec eux, savoir quel était leur métier et un peu mieux comprendre justement comment ça se passe dans les systèmes d'information, dans les entreprises, dans les DSI, etc. Et me faire mon propre avis. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire en fait mon master en alternance avec Dell EMC à Montpellier. Et donc, j'étais sales. En fait, on était ingénieur commercial chez Dell. Alors, Dell, c'est un très gros de l'IT aussi. C'est un mastodonte c'est un généraliste qui va vendre autant de l'hardware que du software. Moi, en tant que commercial en alternance chez eux, j'ai vendu beaucoup de hardware. Donc, c'était beaucoup de serveurs, de laptops, de souris. Ça allait de la souris jusqu'à l'écran pour les différentes entreprises dans une région de France.
Ça a été une très, très bonne école pour moi dans l'IT également d'elle parce que c'est un généraliste et justement, j'ai pu me former, j'ai pu apprendre, j'ai pu échanger avec différentes personnes et j'ai pu comprendre et me spécialiser dans ce qui m'intéressait. Et donc, moi, c'était le soft. J'ai vu que la data, c'était en gros un buzzword. Il y avait deux grosses tendances qui boomaient. C'était tout ce qui était autour de la data, de la donnée et tout ce qui était autour de la cybersécurité. Donc, j'ai dit, moi, si je veux un boulot avec des débouchés, il faut que ça soit autour de la data ou autour de la cybersécurité. Il s'avère que lorsque j'ai fait mon master CMSI, j'ai voulu faire mon mémoire autour du big data. Donc, je me suis intéressé au big data. J'ai essayé d'apprendre. Venant encore une fois, je ne suis pas du tout technique. Je n'ai pas fait d'école d'ingé, aucun background technique. Mais voilà, je me suis un peu formé sur le tas. Et en fait, après, j'ai voulu partir à l'étranger également parce que j'ai compris que dans l'IT, il fallait aussi être très à l'aise en anglais parce que la plupart des éditeurs de logiciels, ils sont quasiment tous américains, même si on a quand même des éditeurs de logiciels français. Mais c'est vrai que dans les grosses entreprises, la plupart des logiciels qu'ils utilisent, ça va être des logiciels américains ou de l'étranger. Et l'anglais et souvent, c'est des multinationales et du coup, on va travailler avec des personnes du monde entier. Donc, l'anglais est super important. Et justement, encore une fois, je reviens au parcours CMSI. Ça m'a beaucoup aidé parce que il y avait cette dimension internationale dans le cursus CMSI, puisqu'on a eu la chance d'aller à l'étranger, de rencontrer des entreprises étrangères, notamment en Thaïlande, de rencontrer des personnes qui venaient d'autres horizons. Et en fait, cette dimension internationale, elle est très présente. Et c'est pour cette raison que après mes études, je me suis dit, ma première expérience, il faut que je la fasse à l'étranger, que je perfectionne mon anglais, quitte à revenir ensuite en France. Du coup, dès que j'ai fini mon master et mon alternance à Dell EMC, j'ai commencé à regarder les entreprises à l'étranger, des entreprises dans les pays anglo-saxons. Et en fait, c'est simple. En Europe, en tout cas, la plupart des éditeurs de logiciels, ils vont en Irlande. Pourquoi en Irlande? Parce que le pays fait du dumping fiscal pour ces entreprises-là. Elle les attire en leur promettant qu'ils ne vont pas payer de taxes. Et du coup, eux, ils implantent les headquarters en Irlande, mais ils vont servir tous les pays européens. Et donc, ils vont recruter des personnes de partout en Europe. Et à Dublin ou à Cork, moi, en l'occurrence, j'ai atterri à Cork. Il y avait énormément de Français, d'Espagnols, d'Italiens, sortis d'école également, qui étaient recrutés chez ces éditeurs de logiciels-là pour souvent, lorsque comme moi, on veut faire du commerce, on est obligé, je sais que c'est, Nawel en a parlé, c'est un travail parfois qui peut être pas très valorisant. Tout ce qui est BizDev, alors ils appellent ça Business Developer ou ils vont appeler ça Pipeline Generation. En fait, ça va être de la prospection. Vous allez être dans ces entreprises-là, on va vous donner un territoire et on va vous dire ben, il faut que tu passes tant d'appels par jour, t'envoies des mails, etc., pour décrocher des rendez-vous pour pitcher la solution auprès de ces entreprises-là. Mais pour évoluer dans le commerce, en tout cas, comme account manager dans ces entreprises-là, c'est un peu la case obligatoire au début pour comprendre la méthodologie de vente, pour se familiariser avec les process, se familiariser avec l'outil. On est obligé de passer par là au moins pendant une année. Et ensuite, si vous avez envie d'évoluer, l'évolution est très rapide. Et moi, j'avais fait le choix d'une startup et du coup, j'ai pu évoluer très rapidement. Je pourrais parler pendant des heures, donc je vais essayer de m'arrêter là. Peut-être que je continuerai, mais voilà un peu mon parcours. Après, en termes de conseils, tout à l'heure, je parlais du réseau.
super important. Alors, parce que, comme c'est Estelle qui l'a dit, lorsque j'ai voulu postuler dans des entreprises, ce que j'ai fait, comme elle, je suis allé sur LinkedIn et les entreprises qui m'intéressaient, je suis allé voir qui était, par exemple, de mon école, qui était travaillé dans cette entreprise-là. J'ai envoyé un petit message, on a fait la même école, voilà, j'aimerais intégrer cette entreprise. J'ai vu qu'ils recherchaient un BizDev sur LinkedIn. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Déjà pour me faire mon avis, ils vont me donner des feedbacks, mais également ces personnes-là, il faut savoir qu'elles peuvent vous coopter. Et en fait, ces entreprises-là, en plus, vont mettre en place un système de rémunération sur la cooptation. Par exemple, moi, mon entreprise, je travaille aujourd'hui chez Datadog, un éditeur de logiciels américain fondé par des Français. Si demain, je réfère quelqu'un de l'IAE de Montpellier, et que cette personne est embauchée, on va m'attribuer une prime parce que j'ai coopté quelqu'un. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter ces personnes. Des fois, elles ont à gagner justement à ce que vous rejoigniez l'équipe. Oui, ça, c'est que des bons conseils, hein. Alors, pareil, hein, c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point c'est intéressant d'avoir ce type de discussion. Alors, moi, je relèverais plein de choses là-dedans. Il y a aussi la dimension langue. Autrement dit, ne pas hésiter à prendre du temps, et ce n'est pas une perte de temps, hein. Donc, se former à un anglais business adapté, etc. Alors, on ne demande pas Oxford et Cambridge, mais un anglais international d'extrêmement bonne qualité orienté IT, oui. Euh, L'autre point, c'est qu'en fonction des parcours, un petit peu ce qu'on disait, hein, voilà, CMSI sans parcours technique. Eh bien, on arrive évidemment à s'intégrer. C'est aussi une question de volonté, c'est une question d'envie. Et ce qu'il a est un exemple qui est presque extrême, hein, on le disait à l'instant sur la promo, etc. Alors évidemment qu'on voit des fois la subtilité qu'il peut y avoir entre deux diplômes proches comme CMSI et IATI, il est évident qu'en fonction de ses envies, de ses expériences, eh ben, on peut arriver finalement à obtenir ce que l'on veut et tout n'est pas inscrit dans le diplôme. Puis moi, l'autre point que je relève, alors qui me paraît une évidence, oui, il y a un annuaire gigantesque, c'est LinkedIn. Et il y a plusieurs utilisations qu'on peut avoir, l'utilisation de tout le monde. Et l'autre utilisation, on fait partie d'un réseau. Réseau parce qu'il y a aussi une école. Il y a même eu dans certains cas plusieurs écoles, n'est-ce pas? Et donc, une des bonnes idées, c'est de regarder qui travaille. Alors, je comprends. Quand on veut un petit peu à la pêche aux informations, si on n'a pas de clé d'entrée, c'est toujours plus difficile. Alors déjà, c'est se convaincre de la pertinence d'envoyer un message sur LinkedIn ou autre. Et puis, on se dit finalement qu'on va être reçu, alors que finalement, dans beaucoup de cas, en effet, il y a l'idée de cooptation, et donc voilà. Mais même coopter, si on envoie un mail un peu au hasard, la personne elle peut prendre un risque. Alors que justement, si la clé d'entrée, c'est on est de la même école et on a eu finalement une formation un petit peu similaire, ou en tout cas qualitativement proche, eh ben, on a à la fois le moyen d'introduire une petite discussion rapide, enfin un petit message sur LinkedIn, et on a aussi le fait qu'on fait partie d'une communauté, et donc finalement que ça peut intéresser. Donc ça, nous, on insiste aussi beaucoup là-dessus. LinkedIn, c'est bien, mais il faut aussi savoir l'utiliser pour rebondir sur ces réseaux. Alors, est-ce que vous avez plein, je suis sûr que vous avez plein de commentaires. Sinon, je continue à parler, hein. Et ils sont déjà sur LinkedIn en train d'essayer de voir qui pourrait contacter, là, je suis sûr. Oui, 100% en phase sur la cooptation. Et par exemple, donc j'ai une amie qui bosse chez Doctolib et elle me disait, quand je coopte quelqu'un, il a 6 fois plus de chances de se faire recruter qu'une personne qui passe par le canal classique de recrutement. Clairement. Donc, il te demande quand même, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais il te demande quand même la nature de ta relation avec la personne. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais peu ou est-ce que c'est quelqu'un que tu es capable de décrire ou tu es capable de décrire sa manière de travailler, d'être, etc. Et en fonction, ça multiplie parfois 5-6 le nombre de chances de décrocher un entretien, quoi. C'est ça. C'est que souvent, le fait d'être coopté par quelqu'un de l'entreprise, au lieu que son CV il soit en dessous des 100 autres candidatures, il va passer
il va passer au-dessus et vous allez avoir le rendez-vous, le premier rendez-vous de suite. Et surtout, si vous êtes coopté, vous êtes en légitimité de demander à la personne qui vous a coopté de vous coacher pour les entretiens. Et ça, c'est super important parce que elle va savoir ce qu'ils vont vous demander pendant les entretiens, sur quoi il va falloir vous préparer, etc. Parce qu'elle sera passée par cette étape-là et elle connaît la culture d'entreprise, etc., des choses que vous n'avez pas. Et vous allez pouvoir appuyer justement sur tout ça lors des entretiens. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Oui, c'est exactement ça. Enfin, voilà. Quand tu réussis un entretien, c'est qu'en général, tu es bien préparé. C'est ça. Enfin, le côté y aller au talent, moi, j'ai vu que ça a plus fait ses preuves. Les cas que tu dis où on m'a coopté, on m'a briefé, on m'a donné les billes, plutôt que le… Oui, c'est sûr. Et oh, pardon. Non, je voulais juste rajouter, et mine de rien, c'est obligé que vous avez une connaissance de premier degré ou de deuxième degré sur LinkedIn avec une entreprise ou une personne que vous targetez. En fait, vous allez voir que le monde est très petit. Et surtout, le monde de l'IT est très petit. Alors, je vais te poser une… Oui, pardon, Amandine. Oui. Oui, bonsoir à tous. J'ai une question pour Driss. Comment ça s'est passé ton expérience à l'étranger? Enfin, au bout de combien de temps il t'a fallu pour obtenir un job? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process, Ouais, s'il te plaît? ok. Est-ce que Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose avant que je réponde ou, Non, en fait, comme ça, bon, on peut lier les deux, mais voilà. Moi, je me mets à la place d'un étudiant qui va sortir de chez nous après 2 ans d'apprentissage, donc déjà une expérience pro. Est-ce que lui, cet étudiant qui n'a aucune expérience hors de l'apprentissage, il peut, d'une manière légitime, contacter des anciens par LinkedIn, etc. Et est-ce que, bon, à mon avis, c'est sans aucun problème, on est bien d'accord, hein, mais pour vraiment leur donner l'idée que ce n'est pas au bout de 2, 3 changements de poste, etc., qu'on peut le faire finalement. Donc voilà, mais c'était surtout sur l'international, je pense, la vraie question. Non, mais les deux sont liés parce que je vais les joindre. Clairement, en fait, aujourd'hui, oui, certes, j'ai fait moi mon master en alternance, donc j'avais une expérience et même avant ça, j'avais des expériences professionnelles. Mais lorsque j'ai rejoint l'entreprise à l'étranger, la première start-up à l'étranger, en fait, dans l'entreprise, j'avais d'autres personnes qui arrivaient de France qui, elles, n'avaient pas d'expérience pro, qui sortaient, qui étaient juste diplômées. Donc, en fait, déjà, en sortie de diplôme, sans forcément avoir fait un master en alternance ou avoir une expérience professionnelle liée avec le poste sur lequel vous allez postuler, vous allez être capable de prétendre à certains postes. Moi, je parle ce qui me concerne et ce que je connais, notamment tout ce qui est BizDev, donc commercial, on va dire, premier échelon dans une entreprise, vous allez pouvoir prétendre à ça parce que, en fait, ce que va vous apporter votre bagage scolaire, que ce soit l'école à l'IAE, votre spécialisation CMSI ou autre, va vous donner les premières clés pour accéder à ce poste-là, et notamment la langue aussi. Souvent, la langue, c'est quelque chose de très important parce que ces entreprises, elles sont à l'étranger, mais elles recherchent en fait quelqu'un qui parle couramment français et qui serait à l'aise pour travailler depuis un pays anglo-saxon en adressant le marché français. Parce qu'en fait, ils veulent recruter. Moi, j'ai été recruté comme BizDev sur tout le sud de l'Europe. Alors moi, c'était tout le sud de l'Europe parce que c'était une start-up. Donc souvent, une start-up, on nous donne beaucoup plus d'autonomie, on nous donne beaucoup plus en fait de choses à faire. Et parce que aussi, moi, j'avais la caractéristique de parler plusieurs langues. Je parlais couramment espagnol, français, anglais, arabe, occitan, même si ça ne m'a pas servi. mais du coup, j'ai adressé tout le sud de l'Europe. Et pour trouver, en fait, à l'étranger, donc quand j'ai commencé à chercher des entreprises,
Donc, j'ai vite atterri sur l'Irlande parce que j'ai vu que toutes les boîtes quasiment dans l'IT, elles étaient en Irlande. Il y en avait sur UK, en Angleterre, mais en Angleterre, souvent, elles allaient recruter ce qu'on appelle dans le commerce des account managers ou des account exécutifs. Déjà, c'était des postes qui étaient un peu au-dessus d'être de BizDev. Souvent, les postes de BizDev, c'était en Irlande, donc chez Salesforce, chez Google, chez Quest Software, chez Dell EMC également, chez IBM. Vraiment, il y a énormément d'éditeurs de logiciels. Et là, je vous parle des gros que tout le monde connaît. Mais moi, j'ai atterri dans une petite startup qui s'appelait Hortonworks, qui n'était même pas cotée en bourse. Donc, moi, quand je les ai rejoints, ensuite, on a fait l'entrée en bourse. Donc, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience de connaître une startup qui est entrée en bourse, en fait, aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose dans une expérience. Et ensuite, on s'est fait racheter par une autre entreprise qui s'appelait Cloudera dans le monde du big data. Et ce type de startup, il y en a une multitude. Et il y a une multitude de ces entreprises-là, elles vont rechercher un BizDev par région. Donc, par exemple, si elles vont adresser toute l'Europe, elles vont vouloir recruter une personne qui va adresser la France, une personne qui va adresser l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Elles vont être basées là-bas et ils vont vous donner les clés pour prospecter et tout ça. Et à côté, vous allez adresser votre marché dans votre langue natale, sachant que vous allez avoir aussi des personnes avec qui vous travaillez qui vont être en France. Par exemple, moi, quand j'étais BizDev, j'avais des commerciaux, des account managers, des account exécutifs qui étaient basés en France, à Paris. J'avais des personnes du marketing qui étaient à Paris, etc. Mais moi, j'étais basé en Irlande. Et du coup, mon niveau d'anglais, il n'était pas ouf en sortie de diplôme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais aller à l'étranger pour le perfectionner. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LinkedIn et tous les autres, mais surtout LinkedIn, mais aussi tous les autres outils qui permettent de voir les offres d'emploi. Je faisais des filtres, je cherchais commercial, BizDev, etc. dans les entreprises IT. Et en fait, j'ai envoyé des CV, plein de CV. J'ai essayé de contacter les personnes directement sur LinkedIn pour décrocher des entretiens. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Voilà, mais rien qu'avec ça, déjà, j'ai pu décrocher des entretiens. Donc, j'ai décroché des entretiens chez Salesforce, chez Google, chez Hortonworks, la boîte que j'ai rejoint, chez une autre boîte qui s'appelait Quest. Et je crois que et SAP aussi, mais SAP, c'était en Espagne, c'était pas en Irlande. Et du coup, là, je me suis préparé aux entretiens. Pour préparer aux entretiens, je savais qu'il allait avoir, à un moment donné, on allait me faire les entretiens en anglais. Donc, il fallait se préparer, savoir se présenter en anglais, savoir raconter son parcours en anglais, savoir raconter son projet professionnel en anglais, ses ambitions et avoir un minimum d'interaction en anglais, savoir répondre aux questions. Ils vont pas vous demander d'être fluent, d'être bilingue en anglais, mais en tout cas de comprendre votre interlocuteur et de savoir répondre. Et du coup, j'ai fait ces différents entretiens-là, certains que j'ai foirés. De toute façon, il faut taper large parce qu'au final, vous allez en réussir un ou deux et ensuite, vous aurez le luxe de pouvoir choisir peut-être un, deux ou trois offres d'emploi. Et du coup, moi, pour le coup, à la fin, j'avais deux offres d'emploi. C'était Hortonworks et LotQuest. Chez Google, je suis allé jusqu'au final step du process d'entretien et je me suis fait coller sur l'entretien technique. Je suis tombé avec une Anglaise à l'époque, qui m'a dit mais du coup, comment tu définirais le load balancing, un truc comme ça. Je ne savais pas de quoi elle me parlait. Du coup, elle m'a séché et ils m'ont pas fait d'offre. Mais j'étais content de rejoindre cette startup Hortonworks
Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, complètement. Ouais. Merci. Et c'est ça ce qu'il faut, c'est avant tout des retours d'expérience comme vous faites. C'est ça qui donne une richesse. Mm. Alors, d'autres questions? Quand même. Bon, de toute manière, on interagit tous. En tout cas, c'est bien que vous, déjà les anciens, que vous interagissez entre vous comme ça, parce qu'au moins, il est vrai que quand on est étudiant, vous étiez aussi à cette place-là, ça fait quelques années, hein, souvent, c'est surtout en se projetant par rapport à des exemples que l'on a que finalement on arrive à avancer. Et donc, déjà, tout ce que vous êtes capable de partager ce soir, ça ne peut être évidemment que des éléments d'aide extrêmement importants pour les étudiants. J'en suis alors ça 100% persuadé. Alors par contre, là, je vais vous laisser choisir entre Estelle et Guilhem parce que je crois que vous êtes évidemment de la même année, mais juste de diplômes différents. Comme... Ouais, on est effectivement de la même année. Moi, il y a ATI et Guillaume, toi, tu étais. Ça, mais si, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ben, comme vous voulez, on n'a pas beaucoup de temps encore. Hein. Je pense que si jamais les étudiants veulent partir à 19h, Non, mais il faut attendre un petit peu, il n'y a pas de souci. bon. Non, si ça les intéresse, ils resteront, ouais. Oui, Désolé, oui, c'est moi qui parle beaucoup. Qui partage beaucoup. Non, c'est ça, ouais. Allez, Estelle, vous êtes bien partie. Allez, je vais me présenter rapidement et puis après, j'essaierai de donner les quelques conseils que j'ai pu noter. Déjà, moi, si je suis là, c'est parce que je me suis posé énormément de questions pendant toute ma scolarité. Donc, voilà, j'essaie de donner un petit peu de retour d'expérience et si ça peut aider des personnes, des étudiants voilà, dans leur découverte et dans leur entrée sur le monde pro, ben, je suis totalement pour. Moi, mon parcours, aujourd'hui, je suis account exécutive depuis 1 an et demi dans une start-up montpelliéraine qui s'appelle Advisor. Moi, j'ai eu la chance justement de sauter la case exécutive. Je ne sais pas si c'est moi ou si ça Non, coupe. Non, ouais, ça a coupé. on l'a perdu. Je me posais la même question. Là, je m'apprête à partir de janvier. Vous m'entendez? Ouais, alors j'ai frisé de mon côté. On a eu une petite Vous m'avez retrouvé ou pas? Oui. Alors là, moi, ça a coupé où? Vous êtes posé beaucoup de questions dans votre parcours. Tu as Ouais. eu la chance de sauter. Peut-être que pour avoir plus de bandes passantes, Estelle, si tu switch off ta cam, peut-être tu auras plus de bandes peut-être. passantes. Ouais. Effectivement. Donc, on va rester comme ça. Je pense que là, ça fonctionne. Oui. Ouais, je vous vois bien. Je disais, j'ai eu la chance d'intégrer directement le poste d'account exécutive, justement parce que j'avais cette expérience de 2 ans d'alternance. Et là, je m'apprête à devenir country manager pour développer mon entreprise sur les États-Unis à partir du mois de janvier. Pour mon parcours avant cela, donc j'avais fait j'ai fait Montpellier Business School avec le double diplôme avec l'IAE. 2 ans d'expérience à Montpellier, pour l'accompagnement des entreprises au développement international. Avant ça, à reculons, j'avais fait 2 ans d'interruption d'études. J'ai fait 2 années de voyage avec des expériences professionnelles, notamment à l'étranger. Donc, j'avais fait les États-Unis, j'avais fait l'Australie et l'Asie. Et c'est d'ailleurs des choses que j'ai pu valoriser grandement pour mes recrutements. Et avant ça, j'avais fait une double licence, communication et marketing, et avant ça, un BTS communication. Donc ça, c'est le parcours scolaire.
Voilà, globalement, si vous avez des questions, forcément, avec plaisir d'y répondre sur ces points-là. Les quelques conseils que moi, je me suis notés, on va dire, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a la recherche de poste, il y a la préparation aux entretiens. Et je vais commencer moi par la première que je trouve importante, c'est effectivement et ça rejoint à ce que tu disais, Driss, c'est ça, le fait de postuler dans plusieurs endroits pour avoir l'embarras du choix lorsqu'on pourra prendre une décision. Moi, ça m'a permis, j'étais en process de recrutement donc avec Salesforce, avec Dell et avec une startup montpelliéraine. Et en fait, ça m'a permis de négocier notamment ma paye grandement. Si vous voulez, j'avais eu aussi d'autres entretiens. Je vous dis ça parce que je suis passée, moi, chez une entreprise montpelliéraine qui s'appelle Use, avec un poste de BDR qui était à 25 000 € à l'année. Vous m'entendez? J'ai l'impression que ça bug toujours un petit peu. Non, ça marche. Non, on t'entend bien. Ça marche? Ouais. Ok, nickel. J'avais une proposition à 25 000 € à l'année. J'avais d'autres propositions, effectivement, Dell et Salesforce qui étaient plutôt aux alentours de 40 000 € à l'année. Et effectivement, ça m'a permis, moi, de négocier mon salaire d'entrée et de leur dire, écoutez, voilà, moi, je suis tout à fait transparente avec vous, mais j'ai plusieurs propositions qui sont à temps. Et finalement, la start-up de Montpellier, qui avait bien aimé mon profil, m'a dit, écoutez, voilà, nous, on vous offre, on s'aligne et on se met à ce prix-là. Donc, voilà, ça, c'est une petite chose pour les négociations. Voilà, bien, même des fois, moi, je n'avais pas au départ une idée de la tarification du poste. Mais du coup, j'ai posé des questions à des gens qui étaient en poste pour savoir à peu près et pour arriver à négocier ce salaire-là. Donc, ça fait une grosse différence entre Use et mon poste actuel. Et après, les 2-3 conseils, j'essaie d'être rapide, mais c'est plutôt quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, c'est encore une fois poser un maximum de questions à des gens qui sont encore en poste et vraiment pas hésiter. Moi, j'ai eu plein de retours positifs et c'est aussi comme ça que je me suis fait un réseau. Et poser des questions bien précises. Des fois, moi, je leur disais, ça peut paraître bête, mais est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type? Quelles sont vos interactions? Qu'est-ce que vous faites? Parce que je ne savais pas au départ si j'étais plutôt intéressée par le poste de sales ou par exemple par un poste de gestion de projet plutôt dans les méthodes agiles. Donc voilà, beaucoup de questions. N'hésitez pas sur le réseau. Voilà. Je vais essayer de remettre ma cam, voir si vous pouvez me voir et si vous avez des questions. Alors surtout que c'est encore d'autres très bons conseils. Il ne faut pas hésiter à postuler énormément. Et comme disait d'ailleurs Driss aussi, vous n'allez pas avoir à chaque fois un succès, mais vous allez avoir le moyen de choisir et le moyen de mieux négocier. Parce que ça vous donnera finalement une idée de la palette finalement de ce qu'on vous propose, par exemple directement d'un point de vue salarial. Et puis dans tous les cas, postuler, même passer les entretiens, on ne va pas jusqu'au bout, ça peut être extrêmement formateur en fonction évidemment des entreprises. C'est aussi en enchaînant ces entretiens qu'on apprend finalement à peut-être aussi moins stresser et être plus finalement en droite ligne de ce que l'on peut vous demander. Et donc, c'est vraiment important. Il n'y a pas de notion d'échec, à mon sens. Oui, tout à fait. Faire plein d'entretiens, après, tu deviens une vraie machine et les derniers entretiens que tu fais, tu es au top. Non, mais c'est vrai. Les débuts, c'est comme ça. Et puis après, tu es super à l'aise et justement, tu te prépares. En fait, chaque entretien, tu te préparer sur des points que peut-être tu n'aurais pas vus. Ouais. Et d'ailleurs, limite, des fois, et c'est ce que j'avais fait, si vous avez en fait des entretiens avec des entreprises que finalement vous le faites, mais même si ils vous font une offre, vous n'allez pas rejoindre ou parce que le salaire n'est pas intéressant ou parce que les missions ne vous intéressent pas, faites quand même les entretiens. Comme l'a dit Estelle, en fait, c'est formateur et vous allez vous perfectionner pour les bons entretiens, pour les postes que vous voulez. Et puis globalement, 80% des questions, c'est toujours les mêmes. Mais c'est juste qu'au début, tu fais des erreurs. Tu réponds mal, tu demandes du feedback.
on te dit, ben, comme toi t'as dit tout à l'heure, Driss, ben, moi, elle m'a cramé sur ça. Bon, ben, tu savais du coup que la prochaine fois que potentiellement tu vas aller en entretien avec le manager un peu technique, tu vas aller creuser les sujets sur Internet. Potentiellement, tu vas anticiper ce qu'elle va te demander. Donc, oui, carrément. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais noté, ne serait-ce que 3-4 questions où je me rappelle à la fin de l'entretien téléphonique, je les note. Du coup, j'ai un pipe de peut-être 30-40 questions c'est toujours les mêmes qui reviennent. Comme ça, vous vous posez, vous réfléchissez à votre discours, vous l'écrivez. C'est bête, hein, vous l'apprenez. Mais le fait de savoir exactement ce qu'on doit dire et quand et comment, quand on vous le demande, ça déstresse. Enfin, moi, ça me déstresse à fond pendant l'entretien, quoi. Je suis beaucoup plus détendue. Et je peux vous confirmer qu'à l'époque où elle était étudiante, Nawel était par moments très stressée. Non, mais c'est vrai, je me souviens. Après, les premiers entretiens, si, comme l'a dit Driss tout à l'heure, moi, si quand même, dans le milieu pro, j'étais en panique, quoi. Oui, donc c'est pour ça, c'est en multipliant, en se formant, etc. Et même si, franchement, ce qu'a dit Driss, c'est aussi vraiment ça. On peut des fois aller à des entretiens où on a tellement été large au départ que, comme ce qui nous intéresse, on a eu des réponses favorables, on pourrait se dire, bon, bah, ceux-là, je les mets à côté, je ne vais pas prolonger, etc. Mais c'est quand même formateur d'y aller parce que dans tous les cas, ça fait partie du jeu d'être. Ça vous permet de mieux vous préparer. Donc, il est vrai. D'autres questions? Juste au niveau des entretiens, n'attendez pas le dernier moment. Moi, je me souviens, quand j'étais en M2, je voulais partir à l'étranger, j'étais en alternance. J'ai commencé mes entretiens la dernière année, donc en 2017, j'ai commencé mes entretiens en avril. En avril, j'ai commencé à envoyer des CV, à bombarder et à commencer à faire des entretiens. Et j'ai décroché mon offre qu'en septembre. J'ai commencé en septembre de 2017, je crois, juste après. Et du coup, en fait, j'avais même pas terminé ma soutenance du mémoire en septembre que j'avais déjà trouvé mon poste. J'étais déjà en Irlande. Donc, n'attendez pas. Hein. N'attendez pas en avril, dès avril, commencer à postuler. Oui, autre très bon conseil. Hein. Surtout, il faut anticiper. D'autres questions? Je pense que Guillaume, ça peut être à vous. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Guillaume. Alors, contrairement à mes prédécesseurs, j'ai plus un background technique parce que j'ai fait un BTS informatique dans le développement web. Et ensuite, j'ai fait une licence pro à Montpellier, axée sur toujours le développement, mais pour avoir une double compétence en gestion. Cette licence, je l'ai réalisée en alternance à l'école de chimie de Montpellier, qui est juste à côté de l'IAE, où je développais des applications internes. Et ensuite, j'ai eu la chance du coup d'avoir été accepté en master CMSI, où j'ai pu continuer mon alternance dans la même boîte, mais avec d'autres missions, parce que le master CMSI, c'est pas que du dev. C'est d'autres choses liées au système d'information. Et donc, j'ai pu travailler en entreprise sur le RGPD pour le mettre en place, que ce soit d'un point de vue via les systèmes d'information, donc réaliser une application, ou même d'un point de vue juridique. Donc, je voyais vraiment deux horizons différents. Un horizon que je connaissais, enfin, un thème que je connaissais, l'informatique, mais un thème que je connaissais pas du tout, le juridique. Et donc, ça m'a permis de monter en compétence là-dessus en alternance et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. À la suite de cette alternance et du master, je voulais pas continuer dans la même boîte pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'était du public et que je voulais les bosser dans le privé. Mais aussi parce que l'ambiance du public aussi, c'est pas la même que l'ambiance du privé. D'un point de vue salaire aussi, il y avait plein de facteurs. Et j'ai postulé un peu partout. Alors, notamment sur Indeed, sur la PEC, j'avais mon profil LinkedIn, je postulais aussi à droite à gauche. Et au final, j'ai trouvé ma boîte via LinkedIn.
On m'a envoyé un message sur LinkedIn. Ouais, Guillaume, on est une boîte de recrutement. Est-ce que cette mission t'intéresse? J'ai regardé, j'ai fait, bah ouais, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. Et la boîte, Estelle, tu vas rigoler parce que je bosse chez Use actuellement. Donc, tu vois, moi, j'ai décidé d'accepter l'offre. Par contre, c'était pas 25 000, c'était beaucoup plus haut. Mais après, c'était pas les mêmes missions parce que du coup, c'est le poste d'ingénieur projet où les missions sont relativement vastes. Ça passe par du dev, du support, du projet, un tout petit peu de commerce, beaucoup de relations clients. Donc, je vois énormément de choses dans mon travail de tous les jours et ça me permet de monter en compétences, mais de manière exponentielle. Ça, c'est quelque chose au début que on a, comme les autres ont dit avant, on a peut-être au début un petit peu peur lors des premiers entretiens, lors de notre premier boulot, que ce soit en alternance ou même après. On n'a pas confiance en soi, on ne se sent pas capable de réaliser certaines missions, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que tout le monde a été en sortie d'études, tout le monde avait rien au début, avait zéro compétence, entre guillemets, mais on l'a appris sur le terrain, on l'a appris au fur et à mesure. Et si je peux vous donner un conseil, c'est ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Vous avez un master, enfin, vous allez avoir un master, vous allez faire une alternance, vous faites une alternance, vous avez des stages, vous savez travailler. Vous n'êtes pas les plus nuls. Et au contraire, vous êtes vraiment très bon. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Voilà, ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Même si il y a des jours où vous vous dites ok, je vais pas y arriver, ou alors j'ai pas envie de le faire, ou alors je me sens pas capable, mais essayez quand même. Vous avez un entretien chez Google, c'est votre premier entretien, vous le sentez pas, mais allez-y quand même, forcez-vous. Et ça peut être que bénéfique, vous avez rien à perdre. Donc voilà pour ce premier conseil. Après, dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, donc Use, mes missions de base, donc Use, parce que Steph n'en a pas parlé, mais c'est une boîte qui fournit une solution permettant de dématérialiser les factures. Donc, au lieu que ce soit en format papier, on dématérialise les factures, tout sur numérique. Et moi, j'accompagne du coup les clients. Donc, c'est généralement des experts comptables, mais ça peut être aussi d'autres boîtes, dans la mise en place de cette solution. Donc, c'est du projet de A à Z. C'est moi qui prends contact avec le client quand, bien sûr, la solution a été vendue. C'est moi qui mets en place le planning. C'est moi ensuite qui paramètre du coup le logiciel pour le client. C'est moi qui fais au besoin du paramétrage spécifique, donc avec du développement derrière. Et ensuite, lors que le projet est terminé, dès lors que le projet passe en production, il y a du suivi également, donc du support. Donc voilà un peu pour les missions, on va dire, en gros, les missions que je réalise. En dehors de ça, il y a d'autres petites missions qui sont éparpillées en fonction des besoins, parce que Use, c'est une petite boîte. Il y a un an, quand j'étais arrivé, on était 180. Aujourd'hui, on est 300. En un an et demi, on a doublé. On recrute énormément. Et peut-être qu'il y a certains profils qui vont sortir de l'IAE, Master CMSI, qu'on pourrait recruter. Voilà, je sais qu'actuellement, à la suite de mon master, on était 3 à aller bosser chez Use. Il y en a qui viennent de l'EPSI, il y en a qui viennent de MBS, et c'est en sortie d'école. Donc, ils ont pas ou peu d'expérience. Ils ont l'alternance, mais c'est tout. C'est pas des cadors 30, 40, 50 ans avec 20 ans d'expérience derrière qui sont trilingues, qui savent, qui sont managers, directeurs, tout ça. Non. On recrute sortie d'école. Et il y a plein d'entreprises, comme ça a été dit précédemment, comme ça, qui recrutent beaucoup de jeunes dans tous les milieux. Nous, on recrute des sales, on recrute des développeurs, on recrute des projets, on recrute des personnes CSM, on recrute vraiment de tout. Et avec ce master CMSI, vous pouvez postuler et vous pouvez être pris. Voilà. Alors, je pense que ça répond à la question que l'on a posée en direct. Est-ce qu'on considère que ça a répondu à… Je ne sais pas si Guilhem tente de la dire, mais comme vous avez conclu par cet aspect-là, je me suis dit que c'était justement pour répondre à la question. Alors, le problème, alors je vais être cru, le problème, c'est qu'actuellement, tout le monde a un bac+5. Actuellement, si vous avez que le bac ou un bac+2, ce n'est pas suffisant. Donc, déjà, quand des personnes vont postuler, il va y avoir 90% des personnes qui vont avoir un bac+5 en sortie d'école. Voilà. Donc, à côté, c'est quoi qui va jouer? C'est les expériences professionnelles que vous avez eues, donc l'alternance. C'est pour ça que l'alternance est aussi importante. Quand vous sortez de l'école, que vous avez 2 ans d'expérience, c'est hyper valorisant. Quand en entretien,
Je l'ai dit un peu plus tôt, vous avez confiance en vous. Vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez communiquer. Déjà, vous avez réussi 90% du boulot. En fait, c'est pas à vous d'avoir peur dans les entretiens. La personne qui vous dicte l'entretien, c'est cette personne d'avoir peur. Parce que c'est elle qui recrute. C'est elle qui recrute. C'est elle qui charge les personnes. Donc, c'est à vous d'être performant là-dessus, d'être confiant en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous avez fait le boulot. Donc, oui, c'est un point fort, mais c'est pas suffisant pour… Estelle, peut-être que la caméra… Ouais, coupe la caméra. On a du mal à vous entendre. Désolée pour la connexion, mais c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Et c'est parfois compliqué pour les recruteurs, finalement, de trouver le bon profil. Et c'est pour ça qu'en se mettant de l'autre côté, c'est essayer de penser à qu'est-ce qu'on a envie de faire ressortir aussi de sa personnalité, de ses soft skills en plus. Effectivement, parce que les diplômes, comme tu le dis, on en a tous maintenant, on a tous des masters. Donc après, ça va être les expériences pro, les soft skills. Oui, clairement. Là, j'ai fait passer quelques entretiens avec des nouveaux, donc des gamins, entre guillemets, qui sont sortis d'école, donc ils ont 23 ans, 24 ans. Je valorise pas, on va dire, le master ou l'expérience qu'ils ont eue. Enfin, c'est valorisant, ok, dans ce qu'ils ont fait, mais aussi ce qui passe à côté, c'est la manière dont ils ont à communiquer. Et si la personne répond du tac au tac, si elle est naturelle dans sa communication, eh ben, je vais avoir envie de la prendre dans mon équipe. Je vais avoir envie qu'elle travaille avec moi. Parce que si vous êtes… on prend l'exemple d'aujourd'hui. Voilà, je suis méchant aujourd'hui. On est 46 sur la conversation. On est 5 là à parler. Donc, vous êtes 40 étudiants. Il y en a 2 ou 3 qui ont pris la parole sur 40. 100 mètres de caméra. Sans l'aide de caméra. Voilà. C'est un exemple tout bête, hein, mais voilà. Non, mais je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, Guilhem. Je le partage parfaitement. C'est aussi apprendre, quand on est étudiant, à avoir un comportement professionnel. Et alors, on ne l'a pas dit du tout, mais ça paraît une évidence que dans un comportement professionnel, on n'est pas en train de se dire, on ne met pas la caméra et voilà, on la met, on s'exprime et on profite de chaque opportunité pour interagir. Alors, c'est après ce qu'il faut apprendre, passer d'un comportement d'étudiant à un comportement professionnel. Et ça, cette transition, il est quand même souhaitable de la faire pendant le temps du diplôme. Parce que sinon, ça peut entraîner peut-être certaines déconvenues qui n'ont rien à voir avec le diplôme, rien à voir avec la qualité des personnes, mais peut-être avec le fait que l'on doit chacun évoluer. D'un point de vue humain, tout simplement. Exactement. On a eu des cas concrets, des personnes excellentes, sorties d'école, un bon parcours professionnel, la personne, nickel. Par contre, il y a eu un entretien avec l'équipe, humainement, ça n'a pas collé. Cette personne n'a pas été recrutée. Pourtant, elle est très très forte, mais non, on ne l'a pas recrutée. On a préféré du coup la personne en sortie d'école, qui avait moins d'expérience, mais avec qui humainement, on savait que ça pouvait bien matcher. Et cette personne a été prise et travaille depuis presque un an maintenant chez nous. Qu'est-ce qui a été rédhibitoire pour toi humainement sur cette personne hyper qualifiée? On avait posé des questions basiques, hein. En plus, c'était un entretien humain, ce n'était pas un entretien vraiment professionnel. On avait posé la question, ouais, sur ton CV, il y a marqué que tu fais du basket. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, je fais du basket à Latte. Terminé. Ouais, ok, j'ai vu que tu as voyagé. T'es allé où? Ah, je suis allé en Grèce et au Portugal. Ok, voilà, terminé. Donc, du coup, tu ne peux pas communiquer avec la personne. Du coup, humainement, ce n'est pas possible parce que tu vas la chercher. On allait la chercher, on posait des questions. Ouais, tu fais quoi? Tu fais ci, tu fais ça. Mais ça ne marchait pas. Du coup, on a dit au manager, ouais, les gars, ok, il est fort. Mais bon, humainement, ça ne va pas coller. Voilà, on a été clair et du coup, ils n'ont pas recruté cette personne-là. Voilà. C'est vrai que là-dessus, il faut être capable aussi, quand je parlais des soft skills, de mettre en avant des expériences qui vont apporter des détails sur votre personnalité aussi, en plus de vos diplômes.
Oui. Parce que le diplôme, vous l'avez, mais l'expérience, vous n'en avez pas ou peu. Et ça, vous aurez le temps d'en avoir de l'expérience. Vous aurez le temps d'apprendre. Du coup, ce qui va jouer, c'est les soft skills et les autres points. Ouais. Après, pour revenir à la question, moi, si je prends l'exemple des entretiens que j'ai eus, c'est pas tant l'école que vous allez faire ou le diplôme exact que vous avez fait, c'est plutôt comment vous allez le vendre en entretien, qu'est-ce que vous avez fait. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, lorsque j'ai dit, voilà, j'ai eu un double master degree avec Montpellier Business School et à l'IAE avec CMSI. Mais du coup, en fait, ils ont voulu savoir, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce programme-là. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir parler de ce que j'ai fait en CMSI, le fait qu'on avait des intervenants qui venaient directement d'entreprises comme IBM, avec qui on pouvait échanger, le fait qu'on soit parti à l'étranger, qu'on ait visité des DSI de gros groupes internationaux comme qui fabriquent des disques durs, je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise. Bref, c'était vraiment ça qui valorisait. Donc, en fait, le diplôme, c'est ce que vous en faites. C'est pas… des fois même, si vous postulez sur des postes à l'étranger, ils vont même pas connaître l'école que vous faites en France ou l'intitulé du diplôme, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en avez fait, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous en avez retenu. Et c'est là où vous allez pouvoir justement parler de ça. Ouais, On c'est n'est pas ça. dans, on n'est pas dans la finance. Dans la finance, je sais qu'il y a des grilles RH. Il faut sortir de HEC ou j'en sais trop rien, et telle grille, il y a tel salaire, etc. Ça, c'est propre à la finance. Dans l'IT, c'est autre chose, même si peut-être ça existe à certains niveaux de poste. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problématique ou de questionnement sur l'intitulé du programme que j'ai fait ou l'école que j'ai fait, mais c'est plutôt ce que j'en ai fait, en fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu. Tout à fait d'accord. Oui, ça devait être Western Digital. Exactement, Western Digital. Ça Franchement, doit c'est être. fabuleux. Je veux dire, c'est une entreprise qui construit tous les le plus gros constructeur de disques durs au monde. On est allé les visiter, visiter des personnes qui travaillent dans l'informatique là-bas. Voilà, c'est une chance inouïe, ça. Et si vous arrivez à le caler à un entretien, bah, vous dites pendant CMSI, moi j'ai visité, je suis allé en Thaïlande, j'ai visité telle entreprise, j'ai parlé avec telle personne, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient comme ça et comme ça pour gérer leur système d'information, etc. Ben, c'est ça qui fait la diff, en fait. Alors, des commentaires ou des questions? Il ne faut vraiment pas hésiter. Bah, du coup, moi, du coup, c'est Hugo. Bonjour, bonsoir à tous. Ça m'a beaucoup intéressé, surtout sur l'aspect Yati stage business developer, du coup, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai fait en stage plus à l'alternance là que j'ai eu pendant 3 mois. Bon, alors, ce qui est regrettable chez les business developers, c'est que je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos expériences. C'est vraiment, on a la pression du résultat, mais j'ai trouvé quand même regrettable d'avoir la pression des résultats pendant mes 2 premiers mois en alternance. Mais bon, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, vous qui avez eu l'expérience. Comment vous êtes dégagé de cette emprise à vos débuts? Euh, je- Franchement, honnêtement, Hugo, euh, si c'est sûr que, en fait, si tu veux faire carrière dans le commerce, il faut être confortable avec la pression. Euh, Moi, je suis passé de BizDev à Commercial Account Manager. Donc, Commercial Account Manager, je vais gérer des petites entreprises mid-market. Alors, quand on dit petites entreprises, c'est entre 2000 et 5000 employés. Donc, c'est petites entreprises à l'échelle du monde, on va dire.
à aujourd'hui strategic account manager. Et là, je vais gérer des grosses entreprises, les entreprises du CAC 40, vraiment des grosses entreprises. Et en fait, lorsqu'on vous embauche en tant que commercial, il faut savoir que eux, vous êtes embauché pour délivrer du revenu, en fait, parce que souvent, ces entreprises-là, elles sont cotées en bourse. Derrière, il y a des investisseurs. Et en fait, ces investisseurs-là, ils attendent des résultats. Et en fait, ça retombe directement sur l'organisation commerciale. En fait, c'est comme ça, c'est un entonnoir. Et c'est vous qui êtes en bas, c'est le commercial, c'est lui qui doit délivrer. Donc, il faut être super confortable avec la pression. Ça se gère. Après, c'est des questions, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'il faut vous poser. Mais en tout cas, dans le commerce, il faut être confortable avec la pression et avec la politique du chiffre, en fait, parce que ça sera je pense que dans toutes les entreprises, ça sera la même chose. Okay. Merci. Après, la pression, en fait, tu l'auras vraiment dans tous les jobs. C'est-à-dire que même si demain, tu veux switcher d'un poste de sales, tu l'auras là, chez Cap, c'est KPI, KPI, KPI. Donc, oui, tout est mesuré, tout est évalué, la performance tout le temps. Après, il faut que tu puisses identifier ce qui est de la pression, mais dans une ambiance bienveillante, dans une bonne ambiance, où on sait aussi se détendre, où on sait aussi avoir de la reconnaissance, parce que tu t'es donné et que tu as réussi à absorber cette pression et que tu as eu des résultats. Là, oui, que tu vas être mis sous pression dans un environnement comme celui-ci, d'accord. Après, si tu as le sentiment d'être mis sous pression et de ne pas être dans une ambiance bienveillante ou une bonne ambiance tout court, ben là, oui, je peux que te conseiller de switcher à la fin de ton expérience si ce n'est pas quelque chose qui te convient. Je pense surtout que c'est une histoire. Ah, désolé, je t'ai coupé. Parce que je pense aussi que c'est surtout une histoire de management, peut-être problème avec les managers aussi d'incompatibilité. Bien sûr. Pour le coup. C'était pas forcément avec mon tuteur, mais. C'est super important cet aspect-là, Hugo. En fait, moi aujourd'hui, pour être complètement transparent avec toi, si demain je dois changer d'entreprise, en fait, moi, mes critères, ce que je vais regarder, c'est qui la personne qui va me manager, c'est quoi son background. Quand je vais faire l'entretien avec cette personne-là, je vais lui poser des questions du type, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider vos commerciaux, qu'est-ce que vous mettez en place pour la reconnaissance, donc ce que disait Nawel. Voilà, essayer de jauger un peu le côté humain de la personne qui va te manager et surtout l'équipe commerciale avec qui tu vas travailler au jour le jour. Essayer de savoir c'est qui. Moi, c'est des critères. Demain, si je dois changer d'entreprise, je vais regarder vraiment ça, c'est qui, avec qui je vais aller travailler, quelle est la culture d'entreprise, quel est le turnover dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a dans l'espace d'une année, il y a plusieurs personnes qui ont été embauchées et qui finalement sont parties au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est très révélateur sur l'ambiance qu'il peut avoir au sein de l'entreprise. Tu as un truc sur Internet qui s'appelle Glassdoor. Moi, j'y vais systématiquement. En fait, c'est les gens qui donnent des avis sur les boîtes dans lesquelles ils sont. Alors, du coup, quand tu vois je suis restée 2 mois, pression, management du chiffre, manager complètement taré, bon, du coup, ça te donne une idée. Bon, évidemment, il ne faut pas tout prendre à la lettre, c'est toujours moindre mesure. Tu fais la part des bons commentaires avec des mauvais commentaires, ça attribue une note à la boîte. Après, tu vas un peu creuser dans les commentaires et globalement, ça te donne une idée parce que du coup, maintenant que les salariés ont la possibilité de s'exprimer sur Internet, ça te donne quand même une température, quoi. Je vois. Après, Hugo, si je peux me permettre, il me semble, si j'ai bien compris en tout cas, ça fait 2 mois que tu travailles dans ton entreprise. Non, je travaillais. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Mais il faut savoir que, enfin moi en tout cas c'était mon cas. Au début j'avais aussi un petit peu la pression parce que déjà j'étais nouveau, je voulais faire bonne impression, etc.
Et en fait, en montant en compétences, la pression diminue petit à petit. Je te donne un exemple. Alors moi, je suis développeur. Au tout début, je devais faire un programme pour un client et ça ne fonctionnait pas et le client s'impatientait, ça m'avait mis la pression, etc. Bon, bref, au final, tout s'est bien passé. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je travaille dans mon entreprise. Et sur ce même logiciel, maintenant, je suis bien monté en compétences, je n'ai plus du tout de pression. Et voilà, ça me permet vraiment de. Enfin, je sais pas comment te dire. En fait, faut vraiment pas. Enfin, faut laisser sa chance. Parce que toi, apparemment, bon, t'es parti du coup parce que Non, je suis pas parti. Non, Ah! Non, Alors, je qu'est-ce suis qui pas s'est parti. qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tout se passait bien en fait. Bon, on m'a Ouais. fait faire des tâches de base, hein. On m'a fait prospecter. Bon, au début, on m'a bien. J'étais tout seul avec mon tuteur sur le développement de pôle commercial de mon entreprise. Uh-huh. Du coup, je téléphonais, je remplissais surtout énormément de CRM. On me disait oui, bientôt on va s'y mettre bien sérieusement sur la prospection. On m'a pas filé ma licence Sales Navigator. On m'a dit Ok. on passera sur Salesforce, on n'est pas passé sur Salesforce. Euh, et du coup, quand on a commencé à parler des projets futurs, donc ça c'était censé être mis en place vers décembre, janvier. Donc je suis parti du coup je suis parti en fin de semaine d'alternance. Je suis parti dire au revoir à tout le monde dans 2 semaines. Et du coup, mercredi dernier, j'ai reçu une petite notification automatique comme quoi mon contrat avait été, ma période d'essai avait trouvé une fin et que du coup, mon contrat était caduc à 3 semaines D'accord. de la période d'essai. Donc, à 3 jours de la fin de la période d'essai, du coup, bon, D'accord. je Alors, suis en posé tout à plus cas, de détails, mais sinon, voilà, non, c'était. non, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas que tu le prennes comme un échec. Il faut vraiment que tu le prennes comme une expérience, en fait. Ça va te permettre, je pense, d'avancer. En tout cas, je te souhaite de. Je sais pas si tu as trouvé autre chose, hein, mais Ça je te va. Du souhaite. coup, j'aimerais rebondir. Je ne sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure, qui a parlé de scale-up. Qui offrent enfin, qui ont des offres en gros qui sont un peu plus globales, c'est-à-dire on touche un peu à tout. Ben là, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Alors c'est vraiment un petit groupe, mais du coup, ils ont une offre qui ressemble, qui est un peu similaire à ce qui a été présenté. C'est-à-dire, je peux m'occuper un peu de leur site aussi. Tout ce qui est marketing et conception WordPress, en plus de faire du business developer. Donc, leur offre me paraît cool. J'espère ils me prennent. J'ai eu le dernier entretien tout à l'heure. Bonne chance. Voilà. Voilà, Oui. c'est plus que de la chance maintenant. Alors, bonne chance. Je connais votre cas, évidemment, Hugo, on en a discuté, mais je suis absolument certain et je répète en public ce que je vous ai dit seul à seul, que évidemment, au départ, c'est dur à accepter, en particulier le jour où ça arrive, mais que c'est une expérience, on capitalise dessus et que dans tous les cas, hélas, même si au début c'est dur à accepter, toute expérience est bonne à prendre et que vous avez tout à fait le profil pour pouvoir rebondir très très vite. Et j'espère d'ailleurs que vous allez avoir une réponse positive là-dessus. Même si on sait tous que derrière ces discours, qu'on vient d'avoir ce type de situation, oui, mais il faut tout de suite quand même rebondir parce que vous êtes dans un secteur extrêmement favorable. C'est aussi ça qu'il faut quand même rappeler. Tous les discours qu'on peut avoir là sont liés aussi à un secteur, le secteur IT, qui globalement offre énormément de possibilités. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Ouzé. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle quand même. C'est les niveaux de salaire entre moi en 2015 et là, ce que disait tout à l'heure Estelle. Alors, Estelle, je ne sais plus en quelle année tu as été En diplômée. 2020. 2020. En 5 ans. Clairement, en 2015, si tu n'allais pas sur Paris, tu ne commençais pas ni à 25, ni à 40. Et encore, tu serais surprise, Nawel, je pense. Mais en effet, moi, j'ai eu la discussion avec d'autres plus anciens et ils ont eu le même constat que toi. Mais tu serais encore plus surprise avec les personnes qui partent à l'étranger en sortie de diplôme. Moi, j'étais à Dell EMC, j'étais alternant à Dell EMC. Donc, je travaillais avec des mecs qui avaient 20 ans de boutique chez Dell EMC, qui étaient à je sais pas, 46K, 50K à l'année.
Et je suis parti en sortie de diplôme, je suis parti en Irlande. Et j'étais au-dessus de ces personnes-là qui avaient 20 ans d'expérience, quoi. C'est, c'est, c'est pour ça que, en fait, dans l'IT, il faut se dire qu'il y a eu il y a eu une bulle aussi inflationniste sur les salaires, sur les rémunérations, qui sont dues en fait au marché financier, tout simplement, parce que c'est des entreprises qui ont explosé sur les marchés financiers et, euh, et qui ont investi énormément sur la force commerciale. Et en fait, on accède très rapidement à des hauts revenus comparé à d'autres industries. Maintenant, en tout cas sur la partie commerciale, il faut savoir que ces revenus-là, souvent, en tout cas moi c'est le cas, c'est 50% en fixe et 50% en variable selon les résultats en commission. Mais du coup, ça peut monter très haut avec notamment en fait, des pourcentages de rémunération sur les dossiers que vous allez signer. Et lorsqu'on gère des entreprises, des DSI qui dépensent plusieurs millions à l'année dans les systèmes d'information, lorsque vous prenez un pourcentage sur un contrat à 1 million ou plus, bah, de suite, c'est rémunérateur. J'ai peut-être changé de métier. Non, mais c'est vrai que c'est affolant, hein, surtout dans les gros groupes comme pour te rejoindre, Driss, côté Irlande. Tu montes rapidement. Moi, j'ai changé justement. Bah, je me posais tout simplement la question. Et à 2 ans d'expérience, 2-3 ans, si tu es bon, tu passes à des grilles de salaire qui sont absolument énormes. Et il y a aussi, moi, c'était un retour d'ailleurs d'anciens étudiants lorsque j'étais encore en formation qui nous disaient qu'à chaque fois que tu changes de poste dans ton industrie, tu peux prendre à peu près 2000, entre 2 et 4 000 sur ton salaire. Si tu négocies bien. Après, voilà, il y a attention, il ne s'agit pas de changer de poste tous les 6 mois non plus. Enfin, ça dépend de si le métier dans lequel on est nous convient. Effectivement, si ça ne nous convient pas, là, je vous invite directement à changer. Mais après, c'est quand même bien de rester et de monter en compétence sur chaque poste aussi. Mais il faut savoir que quand on change, à chaque fois, il y a des négociations commerciales et on peut prendre aussi sur son salaire là-dessus, valoriser son salaire, effectivement. D'ailleurs, la croissance en termes de salaire, elle est plus facile si vous passez d'une entreprise à une autre plutôt que de faire une promotion interne. En fait, parce qu'il y a il y a des grilles RH qui disent que, par exemple, d'une année à une autre, votre salaire ne peut pas augmenter de plus de 20%. Là où si vous changez d'entreprise, cette règle, elle n'existe pas. Donc, vous pouvez faire x2 même si vous changez d'entreprise. Tout ça devrait quand même motiver les fameux étudiants actuels. Alors, je vous rappelle qu'évidemment, pendant les 10 premières années de votre carrière, vous devez un pourcentage à l'IAE, hein, pour l'association du personnel. Non, je n'enregistre pas là en ce moment. On continue encore de faire des virements à Monsieur Ouzé, virement permanent le 5 du mois. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi évidemment de voir vos réussites professionnelles, hein. Ça fait plaisir et puis ça donne évidemment encore plus d'envie à des étudiants qui sont déjà extrêmement motivés, hein. Parce que moi, je vous vois, les étudiants actuels, je veux dire, là, évidemment, vous avez dit, oui, vous n'avez pas mis votre caméra, etc., plus interagir, mais je vous vois quasiment tout le temps, en l'occurrence pour les M1 en ce moment, et je sais très bien que vous avez des profils qui sont tout à fait adaptés. Après, c'est juste une histoire de, voilà, on grandit d'une manière générale, hein. Il y a l'aspect personnalité, il y a l'aspect professionnel et tout ça, et c'est normal, tout le monde est passé par là. Et c'est quand même pour vous mettre en avant que si ces métiers vous plaisent, parce qu'il faut quand même prendre du plaisir, c'est des métiers où les carrières professionnelles sont quand même extrêmement avantageuses. Encore une fois, si on aime, la première variable, c'est quand même le plaisir. Je rajouterais aussi qu'il ne faut pas hésiter à expérimenter, puisqu'on est quand même dans un domaine qui recrute plutôt bien. Donc, il ne faut pas hésiter alors, pas forcément prendre des risques, mais vraiment à faire un peu le touche-à-tout pour vraiment trouver ce qui nous plaît le plus, quoi. C'est évident.
Si on n'a pas d'autres questions, parce qu'on avait dit qu'on avait un timing contraint, mais alors je vois bien qu'on pourrait passer toute la soirée avec grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter, beaucoup de plaisir à avoir un petit peu aussi interagi avec vous. Et puis, comme je le disais, hein, ça, pour nous, la plus grande satisfaction qu'on a, ce n'est pas la renégociation salariale tous les ans, mais c'est votre réussite. Et donc, de pouvoir constater que finalement, eh bien, quelques années après, vous ayez des postes qui vous plaisent, qui vous font envie, des carrières aussi intéressantes. Donc, vraiment, c'est ça qui pour moi, est le plus important. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier d'avoir participé avec nous, avec ce soir, hein, pour pouvoir échanger, remercier les étudiants et remercier nos intervenants de ce soir. Alors, d'ailleurs, je voudrais rajouter un élément, hein. N'hésitez pas, parce que nous, on est toujours à la recherche d'intervenants. Vous savez, les fameux intervenants professionnels que vous avez rencontrés, eh bien, on a une tradition, hein, qui est d'intégrer des anciens. Et on a toujours eu énormément d'anciens qui sont venus nous rejoindre. Et si vous voulez continuer à échanger, en l'occurrence avec les étudiants actuels, c'est aussi quelque chose qui peut nous intéresser. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces différents aspects. Je pense aussi que vous avez eu des profils qui étaient finalement un petit peu idéaux pour ce soir, hein. On a eu à la fois des personnes plus commerciales, hein. D'ailleurs, ça pouvait se constater dans certains discours, des personnes qui étaient peut-être un petit peu plus sur l'idée de formation technique et donc la fameuse double compétence, le tout réparti entre 2 diplômes. Je voudrais aussi remercier, on a 2 personnes, hein, Estelle et Driss, vous êtes des anciens de l'IAE, vous êtes aussi des anciens de MBS, qui est vraiment notre partenaire extrêmement important, voire premier partenaire, et ça fait plaisir que vous sentiez appartenir aux 2. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Merci aux anciens de MBS de se sentir aussi des anciens de l'IAE. Voilà ce que je voulais vous dire avant de conclure. Peut-être que je peux vous laisser, vous êtes quel intervenu, je ne conclurai pas après, donc vous laissez la parole une dernière fois avant qu'on se quitte. Dans l'ordre que vous voulez, c'était Nawel finalement qui avait commencé. Si vous avez besoin d'autres infos, même si vous voulez, je ne sais pas, vous trouvez une offre qu'on s'appelle, si je peux prendre 20 minutes pour répondre à des questions, vous aider ou vous donner d'autres tips, contactez-moi sur LinkedIn et puis après, on pourra voir ça ensemble. Ou même si vous êtes intéressé pour des offres chez CAP, que vous avez besoin d'aide pour rédiger vos candidatures. Voilà. Et du coup, merci pour votre attention. Merci, Monsieur Ouzé, pour l'invite. C'est une super bonne idée. Et je reste dispo si vous avez besoin. Il suffit de me contacter. Le besoin peut arriver très vite. Vous envoyez des offres, vous voulez dire? Oui, même pour intervenir. Pour rencontrer les étudiants dans un cadre plus… Alors, pas obligatoirement, oui. Mais on a des conférences pro, ce genre de choses qui pourraient être une sorte de SAS. Nous aussi, on a des SAS, hein. Donc, de ce côté, ça peut tout à fait… Alors, je le dis à vous, Nawel, mais comme je le dis d'ailleurs aux 3 autres anciens qui nous ont fait le plaisir d'intervenir. Donc, je sais que mes collègues sont sur Montpellier, donc peut-être plus facile. Vous êtes tous sur Montpellier? Oui. Je suis à Paris. Ah, t'es à Paris? Mais souvent à Montpellier. Montpellier, c'est ma ville de cœur. Paris, je ne resterai pas. Alors, je précise, Nawel, qu'on paye les frais de déplacement. Non, c'était même pas une question non, mais de ça. C'était le clin d'œil. Pour dire que c'est un plaisir de vous accueillir, quel que soit l'endroit. Voilà, non, il n'y a pas de… Et de toute manière, on peut aussi avoir des interventions comme on fait ce soir en visio. Hein, c'est de plus en plus passé dans les… Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Et oui, alors je n'osais pas le dire, hein, mais si vous avez tous quelques offres, contrats d'alternance et tout, mais vous savez, le goulot d'étranglement actuel, il n'est pas sur les offres en contrat d'alternance. Il est côté étudiant. On a je ne sais combien de propositions maintenant parce que vous savez que dans beaucoup de formations, on a de vrais goulots d'étranglement. Mais ça permet aussi de prioriser par rapport à des offres qui viennent d'anciens que l'on connaît. Donc là aussi, ça peut fonctionner comme ça. J'ai partagé un lien dans la discussion des offres d'emploi dans ma boîte qui sont ouvertes. Il n'y a pas beaucoup d'alternance, mais par contre, en sortie de M2,
peut-être qu'il y a des offres qui pourraient vous intéresser. Ouais. Si jamais vous me contactez par LinkedIn ou par mail. Pareil chez Datadog. Vous rechercherez sur Datadog sur LinkedIn. Ils cherchent des BDR en sortie de diplôme. Alors, c'est soit à Dublin, soit à Amsterdam, par contre. Mais vous couvrez le marché français. Ou Pour la voire prise de cooptation. espagnol ou italien si vous parlez espagnol ou italien. Très bonne idée pour perfectionner votre anglais, comme on disait. OK, donc, Driss, un mot pour conclure. Estelle aussi. Guilhem aussi. Je vous laisse, voilà, ce que vous souhaitez. Mais bon, on va dire que Driss, on a déjà presque eu le mot de la conclusion avec cette possibilité. C'est ça, c'est ce que je voulais partager pour Voilà. la conclusion. Aller sur Datadog. Je sais qu'ils recherchent régulièrement, ils recrutent des BizDev à Dublin et Amsterdam. Si vous avez des questions sur les entretiens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou si vous voulez être coopté. Et même sur le parcours, n'hésitez pas. Moi, je suis très LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Et Monsieur Ouzé, je note la proposition d'éventuellement intervenir de temps en temps. Ça me plairait bien. Ouais. Avec grand plaisir, Driss. Donc, on en discute. Guilhem, un petit mot? Je pense que tout a été dit. Je vais pas rebondir sur tout ce qu'on a dit, les offres d'emploi, tout ça, sur tous les conseils qu'on a pu vous donner. Mais n'hésitez pas à nous contacter par LinkedIn, par mail, peu importe le canal. Mais on vous répondra quoi qu'il arrive. J'ai déjà reçu plein de messages sur LinkedIn avant cette réunion-là pour des conseils pour n'importe quoi. Posez-nous des questions, on vous répondra avec plaisir. Et que ce soit nous ou d'autres personnes de l'IAE qui ont déjà eu leur diplôme, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Un grand merci, Guilhem. Tout à fait d'accord. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger, de partager. Et on l'a dit, hein, contacter, poser des questions, aller à la découverte, tout est ouvert. Il y a tellement d'opportunités. Il suffit juste de trouver ce qu'on aime, d'avoir les bonnes personnes en face et c'est parti. C'est une excellente conclusion générale. Merci à tous. Bonne soirée et au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. bonne soirée. Merci, au revoir.